dans ce nouveau webinaire consacré à nos convictions pour 2022. Bonjour à tous. Alors, en préparant ce webinaire, je me suis interrogé pour savoir quelles étaient nos convictions, comment étaient positionnés nos portefeuilles, enfin les portefeuilles des clients. Et j'ai pas, j'ai dit bon, on va présenter 3 convictions. Et j'ai voulu quand même utiliser une des 3 convictions pour vous rappeler un petit peu notre façon de travailler, parce que ça reste une conviction importante que la façon dont on travaille est tout à fait pérenne, même si, comme on se situe dans le long terme, on a un souci qui est moins important du court terme, ce qui fait qu'on peut avoir des décalages. Comme l'année dernière, vous le savez, je crois que je m'en étais expliqué, les performances n'avaient pas été à la hauteur des indices, mais on avait expliqué pourquoi. Et depuis le début de l'année, tout s'est absolument retourné et on se comporte très bien. Donc, je voulais faire un petit rappel méthodologique. C'est un mot un peu pompeux, mais on va le faire. Et en même temps, j'aurais voulu quand même vous dire que pour moi, il y a plusieurs types de convictions. Si je vous dis aujourd'hui, voilà, je suis à Paris. Aujourd'hui, à Bordeaux, il fait beau. C'est une conviction parce que j'ai des amis à Bordeaux qui m'ont dit qu'il faisait beau. Il peut toujours avoir un doute, qu'ils me racontent des histoires, mais tout le monde sera d'accord pour dire que normalement, il fait beau à Bordeaux. Il n'y a pas grand-chose à tirer de cette information-là. Et puis, il y a des incertitudes un peu plus marquées sur lesquelles on peut avoir des convictions. Par exemple, dire la guerre en Ukraine sera longue, on peut en avoir la conviction, mais c'est quand même une conviction partagée par le plus grand nombre, même si on peut avoir un doute un peu plus important que le ciel bleu à Bordeaux. Maintenant, si on présente ça différemment, la guerre sera courte en Ukraine, bon, ben, on voit tout de suite qu'il y aura beaucoup moins de monde pour partager cette idée-là. Et puis, il y a des convictions réellement contrariantes. Par exemple, si je vous dis Emmanuel Macron ne sera pas le prochain président de la France. Très bien. Je dis voilà, j'en ai la conviction. Ce qui n'est pas le cas, hein, mais c'est pour vous donner un exemple. Eh bien, dans ces cas-là, on peut gagner de l'argent avec ça. Ce qui m'intéresse pour les portefeuilles et pour ce webinaire, c'est de vous présenter des convictions qui ne sont pas partagées. Parce que c'est celles-là avec lesquelles on peut gagner de l'argent. C'est celles-là, mais attention, c'est celles-là qui présentent, comment dire, le plus de risques de se tromper, qui présentent le plus de risques de ne pas être audibles par ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai fait le pari, j'ai fait le choix depuis, je crois toujours, parce que c'est dans mon ADN, de vous partager l'ensemble de mes convictions, qu'elles soient, et en particulier, pardon, celles qui ne sont pas partagées par le consensus, parce que mes clients sont en grande majorité, pas en totalité, mais en grande majorité, des investisseurs avertis qui comprennent qu'on peut se tromper, qui préfèrent avoir quelqu'un qui fait des choix et qui les explique, plutôt que quelqu'un qui va rester dans le ventre mou, qui va donner des explications qui sont en général juste la description de ce qui vient de se passer et du présent, plutôt que de se risquer à faire de la prospective, parce que le souci de ces gens-là est plus de conserver ses clients plutôt que de leur faire gagner de l'argent. Et pour leur faire gagner de l'argent, il faut parfois, pas forcément systématiquement, mais assez souvent, se distinguer du consensus. Et puis la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle je prends ce risque de parler de mes convictions décalées par rapport au consensus, c'est parce qu'il m'arrive aussi de douter, il m'arrive de ne pas savoir. Mais je l'explique, je l'objective. Et ce n'est pas la même chose que de ne pas savoir et de douter. Quand on doute et qu'on explique pourquoi, ce n'est pas une pièce qu'on jette en l'air. C'est, on dit, dans tel et tel cas, si la pièce est comme ci ou comme ça, elle a plus de chances de tomber sur le pile ou sur le face. Donc, 3 parties dans ce webinaire. La première partie, quelques éléments méthodologiques, et puis après, 2 choix contrariants, et puis on pourra en discuter, savoir un peu si vous êtes d'accord ou pas avec moi.
Alors, notre travail, c'est ainsi qu'on le conçoit. On va essayer de rechercher dans le passé, récent ou lointain, des cycles, des éléments de récurrence dans le cycle. Que ce soit des cycles économiques, mais des cycles financiers et des cycles dans la psychologie des investisseurs pour définir aujourd'hui, la photographie d'aujourd'hui, à quel stade nous en sommes pour essayer de comprendre exactement ce qui peut se passer demain. À partir du moment où déjà j'ai dit ça, ça veut dire que nous ne croyons pas à la théorie des marchés efficients. On échangeait avec, je crois qu'il est là, un de mes clients. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à défiler la liste. Nous ne croyons pas au marché efficient, et donc nous estimons qu'avoir une vision de ce qui peut se passer demain apporte une grande valeur. Ah, François, merci, je vous avais pas vu dans la liste. Apporte de la valeur, essayer de comprendre ce qui peut se passer demain. Alors quand je dis demain, c'est plutôt 6 mois, 1 an. Et c'est également, une fois qu'on a dit, bah voilà, on en est là, c'est de savoir ce que pense le consensus. Parce que si notre vision et celle du consensus sont strictement alignées, alors il y a peut-être moins de performance à faire, moins d'argent à gagner. Alors, moins d'argent à gagner, mais on va se situer plutôt dans ce cas-là dans une gestion momentum. C'est-à-dire qu'on va se positionner comme le consensus forcément, et donc on va se laisser porter par le marché. Quand il y a des écarts avec le consensus, et aujourd'hui il y en a deux importants dont on va parler après, c'est dans ce cas-là qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais ça demande beaucoup plus de temps parce qu'évidemment, il faut que le consensus vienne rejoindre notre position pour que les cours aillent dans notre direction. Et ça, forcément, ça prend du temps. Et c'est pour ça que c'est adapté à une gestion de portefeuille de particulier qui a plus le temps qu'un investisseur institutionnel. Et c'est pour ça que la gestion privée n'est pas la gestion collective. Alors aujourd'hui, où on se situe dans la psychologie des investisseurs, j'ai envie de faire un petit sondage. Avant le sondage, peut-être, c'est de noter, et c'est assez intéressant, alors ça c'est assez classique, hein, évidemment, au plus haut des marchés, on est en phase d'euphorie, tout le monde veut acheter, et tout le monde a déjà acheté, parce que les achats se font surtout ici. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est vraiment c'est un peu le fil rouge des discussions que j'ai avec les clients, c'est quand on est là, ça paraît pour un client pas risqué, mais en réalité, le plus de risque est là. En fait, c'est la différence entre le risque et le danger, quoi. Le client a l'impression qu'il n'y a aucune crainte, et en fait, c'est là que les risques sont maximum. Et puis là, c'est l'inverse. C'est ici qu'il y a le plus d'opportunités, mais c'est aussi qu'il y a le plus de crainte, et peut-être que notre valeur ajoutée la plus importante, c'est d'expliquer aux clients ces deux phases-là. Voilà. Ce que je voudrais partager avec vous, alors je vous dirai moi ce que j'en pense. Je voudrais avoir votre avis. Selon vous, où en est-on dans ce cycle? Donc on serait ouais, quelque part par ici. Alors, donc on a entamé la phase baissière, mais on est assez loin de là. Ça veut dire qu'en synthèse, par rapport à une allocation d'actifs, on n'est pas encore dans la phase, vous savez, que les anglo-saxons appellent buy the dip, acheter les creux, ça me paraît être trop tôt. Les cycles, c'est donc, je disais, c'est pas simplement des cycles économiques, ça peut être donc des cycles de psychologie et puis des cycles de bulles. On a vu que tous les 10 ans, salut Pierre, tous les 10 ans, on a une bulle. Ça a été ce qu'on appelait les Nifty 50 sur les grandes valeurs comme Walt Disney, ensuite les années 70 avec les chocs pétroliers sur les métaux précieux, etc., etc. Et puis les FANG, dont, alors, ce graphique date de début 2020. Voilà, attendez, si je commence à lire tous les commentaires, je n'ai pas fini. Promis, je les lis, mais je vais les lire à la fin.
Euh, donc voilà, l'ère des FANG qui maintenant c'est terminé. Alors à nous d'essayer de trouver quelle sera la prochaine bulle, parce que deux remarques par rapport à ce graphique. Le premier, c'est que quand on voit les performances d'une bulle, bah c'est x10, x20. Donc même si vous avez 2-3% dans votre portefeuille et que vous attrapez la bonne bulle, bah, vous le sentez à la fin de chaque année. En revanche, acheter à la fin d'une bulle, là, ça ne se voit pas sur ce graphique-là, mais ça coûte très très cher, parce que il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les cours, c'est les bénéfices fois la valorisation. Et les bénéfices, c'est un peu l'histoire qu'on peut vous raconter. Quand je dis on, c'est un asset manager qui va lancer un nouveau fonds. Souvenez-vous, on en parle un peu moins aujourd'hui, vu la raclée qui se sont prises, les fonds thématiques. C'était merveilleux, parce que c'est des perspectives de bénéfices mirobolantes. Mais dans l'histoire, on a beaucoup de cas. Alors, on a beaucoup de cas déjà où les bénéfices mirobolants n'ont pas été au rendez-vous. Alors ça, évidemment, c'est des valeurs de croissance qui déçoivent. Ça coûte très très cher. Mais on a également, et on n'en parle pas assez, des histoires qui, au niveau des bénéfices, se déroulent peu ou prou comme prévu, mais où la valorisation chute. Et c'est l'histoire d'une boîte dont on n'entend plus parler, mais qui était quand même la première capitalisation mondiale ici au pic, c'est Cisco Systems, qui faisait, vous savez, des routeurs Internet. Les investisseurs se disaient, bon, bah, tout le monde va avoir Internet, on ne sait pas combien ça coûtera au client final, mais ce qui est sûr, c'est que les opérateurs télécoms doivent acheter des routeurs à l'appel, donc ils doivent s'adresser à Cisco Systems, donc qui était le numéro 1 mondial. Et effectivement, on voit le cours de bourse, hein, ici, c'est vertigineux, et la valorisation dans le même temps, qui est vertigineuse aussi. On a le price to sales, donc c'est pas le price earning, hein, c'est pas sur les bénéfices, c'est sur les ventes. Aujourd'hui, le price to sell des marchés, je l'ai pas sous les yeux, mais ça doit être autour de 4. Bon, bah là, on avait atteint 45. Et derrière, bon, bah, le cours chute, la bulle se dégonfle sur les TMT, la valorisation réatteint quelque chose d'avant la bulle, et depuis est resté, grosso modo, dans quelque chose d'à peu près raisonnable, peut-être entre 5 et 8. Et le cours, on a réatteint le pic du cours que récemment, parce que les bénéfices ont compensé la perte de valorisation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est faites attention quand vous achetez une histoire. Toute histoire a un prix. Si vous la payez trop cher, ça vous coûte très cher. Je suis même pas sûr que beaucoup d'investisseurs aient attendu aussi longtemps pour retrouver leur prix. Alors, donc, je disais, attention quand on achète dans une bulle, parce que il vaut mieux vendre tôt que s'apercevoir qu'on a acheté et vendre tard. Alors, j'ai emprunté ce graphique chez Richard Bernstein Advisor aux États-Unis. Je vous ai... Alors, attendez, on va faire un petit dessin pour vous expliquer comment il se lit. Paf. Voilà, ils ont pris la bulle de 2000. Ils ont pris le top ici. Par rapport au top, ils ont pris le top plus 2 ans. Et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe si j'avais vendu différents indices ici, moins 1 an, moins 3 ans. Quelle est ma performance? Voilà, alors je retourne sur la présentation. Paf. Alors évidemment, il a pris un actif qui était en bulle, le Nasdaq, et puis des actifs, 3 actifs qui étaient délaissés, les small cap value, les financières et l'énergie. Et on voit que celui qui a vendu 3 ans avant le top, entre 3 ans et le top, le Nasdaq a fait des performances fabuleuses. Mais si on regarde sa performance entre la vente et 2 ans après les 2 ans après les plus bas, je reprends. Non. Voilà. Entre la vente ici et 2 ans
pardon, c'est pas ça, c'est 2 ans après les plus bas. Voilà. Quelle a été la performance? Bah, le Nasdaq a quand même fait 76%, mais même en vendant très tôt, vous surperformez avec les actifs qui étaient délaissés. La seule chose, c'est que vous viviez 3 ans à expliquer à vos clients pourquoi vous n'avez pas de Nasdaq dans votre portefeuille. Et pourtant, en attendant un petit peu de temps, bah, vous avez largement surperformé. Alors évidemment, après, ça s'améliore. Si vous vendez que 2 ans avant le top, bah, sur le Nasdaq, vous vendez beaucoup moins et vous performez moins sur les autres. Mais si vous vendez, évidemment, si vous vendez au top de la bulle, bah, vous faites moins 70 sur votre Nasdaq et vous êtes positif sur tous les autres actifs. Donc, ce graphique-là, il a vocation à vous dire, même si vous êtes un investisseur patient, même si vous vendez tôt la bulle, alors c'est pas très grave. Bon, sauf que la bulle, à mon sens, elle a déjà éclaté sur ces valeurs technologiques qui, pour un certain nombre d'entre elles, ne gagnaient pas d'argent. Dans le genre de cycle également qu'on aime bien regarder et des graphiques de long terme, des éléments de valorisation pour essayer de dire comment on se positionne par rapport au consensus. Parce que le consensus, ce qu'il nous disait, il le dit un peu moins fort, mais malgré tout, parce que les valorisations restent élevées. Hein, ça, c'est le price earning de Shiller. On a ici les taux à long terme. Il nous disait, oui, les taux bas justifient une valorisation élevée. Bon, moi, je veux bien. Mais quand je regarde l'histoire, ben, je vois que dans les années 50, les taux étaient très bas et la valorisation était basse également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on nous dit l'histoire est différente. Ben, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des raisons. Des marges structurellement plus élevées, pourquoi pas, mais c'est qu'il y a autre chose. Ce graphique il nous dit aussi que les taux peuvent monter pendant que les valorisations progressent également. Donc, c'est pas si simple. Il y a autre chose qu'il faut regarder. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des sujets réellement d'inquiétude de voir ces valorisations se normaliser. Voilà pour la première partie. Alors, première partie, j'ai fait 20 minutes. J'essaye de faire moins de 20 minutes sur chacune des suivantes parce que sinon, vous allez avoir faim ou je ne sais pas ce que vous allez faire, vous allez m'en vouloir. Donc, la deuxième partie, donc le premier secteur sur lequel on peut avoir une conviction, nous avons une conviction que les portefeuilles sont positionnés sur cette thématique, c'est la technologie chinoise. Alors non, ils n'ont pas été positionnés il y a 3 jours, juste avant que le secteur reprenne 40%. Hélas, on aurait bien aimé tout acheter à ce moment-là. On en a acheté un petit peu avant pour certains clients pour quelques renforcements à la marge, mais c'est une position qu'on tient depuis à peu près 8 mois, 8 à 9 mois. Et la chute a été incroyable. C'est pas je veux dire, c'est pas le secteur, j'en sais rien moi, brésilien, des small caps, matières premières. C'est quand même un secteur relativement large avec des mastodontes qui a quand même perdu 80%. C'est vraiment du jamais vu. Alors, je ne veux pas revenir, reparler du passé parce qu'à mon avis, vous le connaissez sur les raisons qui ont justifié la baisse. Moi, je voudrais vous dire que c'est, comme on dit, quand il y a du sang sur les murs, qu'il faut se porter acheteur. Alors, nous, on pensait que le marché souffrait par ici. On a été un peu tôt, mais on a continué à renforcer. Je crois qu'il faut continuer à le faire. Parce qu'au niveau de l'activité en Chine sur la technologie, il se passe des choses. Hein. Il y a encore beaucoup d'investissements dans les boîtes technologiques, investissements records. Ici, dans les semi-conducteurs, qui est un secteur extrêmement prometteur, la Chine a énormément de retard. Mais vous savez, quand on contraint quelqu'un, quand on interdit l'accès au numéro 1, 2, 3 mondial
que sont Intel, AMD et tous les autres, la Chine ne peut pas rester les bras croisés et elle est forcée de développer sa propre industrie des semi-conducteurs. Et à mon avis, on verra, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais on verra année après année. Peut-être que ça peut motiver les Chinois pour aller faire un tour à Taïwan, je ne sais pas. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Mais il est clair que la Chine n'a aucunement l'intention de laisser tomber son secteur technologique, que ce soit les semi-conducteurs, mais que ce soit aussi les grandes plateformes Internet qui sont présentes dans l'indice que je vous ai montré juste avant. Un des problèmes a été qu'un grand nombre de ces valeurs étaient listées aux États-Unis, que les Américains ont dit vous voulez rester listé, il faut nous donner de la visibilité sur votre comptabilité. Les Chinois ont dit il n'est pas question que nos sociétés vous ouvrent leurs boîtes. Donc, il y a un processus de délisting de ces sociétés chinoises cotées aux États-Unis. Processus qui a une durée de 3 ans. C'est-à-dire que alors je ne sais plus si c'est la SEC ou l'institution américaine qui suit tout ça, mais ils leur ont donné 3 ans pour se mettre aux normes. Elles ne se mettront pas aux normes, elles se feront délister, mais pas avant 3 ans. Et qu'est-ce qu'elles font dans l'intervalle? Évidemment, elles n'attendent pas de se faire délister, elles vont se faire coter à Hong Kong, à Shanghai ou ailleurs. Et aujourd'hui, on a quand même quasiment 90% des membres de l'indice Nasdaq Golden Dragon, qui est enfin l'indice des valeurs technologiques chinois, quasiment 9 sur 10, qui sont désormais cotés à Hong Kong. À tel point que, alors je me base sur cet ETF parce que c'est celui que nous possédons en portefeuille, qui est le CraneShare CSI Internet China. Parce que c'est aussi le plus liquide, le plus gros, le plus utilisé. Et qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an, il avait ses positions 75% d'US et qu'aujourd'hui, il n'est plus qu'à 34% et que le reste est à Hong Kong et qu'il a pour objectif, d'ici la fin de l'année, d'être totalement à Hong Kong. Et donc, je ne vois pas pourquoi la valorisation qu'on va voir juste après subirait une telle décote. Il est anormal de payer des valeurs avec un tel potentiel de croissance, avec de telles marges, 12 fois les bénéfices. Ça veut dire que c'est moins cher que, je ne sais pas moi, que la Société Générale, que Orange, que le CAC 40, tandis que les valeurs Internet américaines se payent 30 fois les bénéfices. Alors que ça paye moins cher parce que, oui, effectivement, Christophe, il y a un risque politique en Chine. En Chine, ils appuient sur un bouton, ils font écrouler un secteur. Mais je trouve que tout a un prix et que là, finalement, on se retrouve sur des niveaux qui, historiquement, ont été les plus bas. Voilà. Et je rajoute, c'est important de le signaler, que le discours qui a fait bondir le secteur de 40% il y a 3 jours, donc du vice-président, était très apaisant en disant que les autorités chinoises travaillaient avec les autorités américaines de façon à ne pas pénaliser la totalité du secteur, que s'il y avait des changements de nature réglementaire, il ne fallait pas forcément s'en faire des gorges chaudes sur les marchés et que le secteur soit impacté. Donc ça a été très, très apaisant. Les volumes dans la hausse des 40% ça a été du jamais vu. Je peux prendre rapidement le graphique. Voilà, il y a une journée normale, il y a à peu près une dizaine de millions de titres qui s'échangent. C'est quand même pas mal. Une dizaine de millions de titres. Et là, on était à on était à 100 millions. Donc, c'est un volume qui est 10 fois le volume habituel. Et alors, moi, j'aime bien le travail qui a été fait. Alors, ces slides sont prises de la société CraneShare qui gère l'ETF. Moi, je trouve ça intéressant de dire, quand j'achète un PE bas, est-ce que vraiment ça me donne de la performance après? Parce que parfois, on peut dire, on appelle ça dead value, dead money.
est-ce qu'il y a vraiment une relation entre le PE et la valorisation? Et là, c'est intéressant. Ils ont mis le forward PE, donc, et là, la performance au cours des 12 prochains mois. Alors, on voit que la corrélation est quand même là. C'est-à-dire que plus vous rentrez cher sur le secteur, bah, moins bonne est la performance des 12 prochains mois. Et aujourd'hui, on a un peu de 14. Ça veut dire qu'on on est par ici. Enfin, je veux dire que si on devait continuer ce graphique-là et qu'on se met à 14, bon, on sort du slide, hein, je suis désolé, et que la performance dans un an, d'un point de vue strictement statistique, c'est pas ce qui va se passer, hein, mais statistiquement, c'est une performance de quoi? 150 ou 200%. Enfin, s'il prend 40% à chaque fois, ça peut aller vite. Non, blague à part, donc on voit cette corrélation qu'effectivement, bah, lorsque vous achetez pas cher, les performances, ne serait-ce qu'au bout de 12 mois, sont plutôt profitables. Donc, la problématique des ADR est en phase d'être résolue. La problématique réglementaire, ils sont en train un peu de mettre le couvercle. On a l'impression que le pire est derrière nous. Voilà, parlons prudemment. Et puis, il y avait une dernière problématique, c'est de dire, bah, l'économie chinoise est en train elle a beaucoup ralenti, très fortement ralenti, et que bah, même si c'est plutôt des boîtes qui ne sont pas très cycliques, c'est pas forcément très favorable. Et là, on utilise beaucoup les charts de chez Alpine Macro, qui est une société de recherche économique vraiment très, très pertinente, très brillante, et on s'appuie souvent sur leur data et sur leur analyse. Ben, on voit que leur indice de crédit impulse, parce que vous savez bien qu'un cycle économique, c'est avant les cycles de 20 ans de Kondratiev et tout ça, basé sur la population, les mouvements de population, la démographie, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ben, des cycles un peu plus courts, c'est le cycle du crédit, et on voit que c'est très corrélé, et qu'aujourd'hui, ce cycle-là, c'est déjà retourné, et donc on s'attend à ce que la croissance repart d'ici 6 mois, puisqu'il y a 6 mois d'écart entre les deux. Voilà, donc notre conviction, elle est basée sur une histoire de long terme qui reste intacte, c'est-à-dire qu'on a une montée de la classe moyenne en Chine, qu'on a encore une pénétration de l'Internet. Tous les Chinois des campagnes n'ont pas Internet. Ce mouvement-là, même s'il est quand même largement avancé, puisque je crois que ça fait à peu près 5 ou 7 ans que le nombre d'urbains a dépassé le nombre de ruraux, mais il reste quand même encore beaucoup de monde pour fournir la croissance future. Avec des valorisations basses, des marges structurellement élevées, parce que c'est du software, tout simplement, que ça coûte cher à développer, mais qu'après, c'est que des coûts fixes. Donc, dès qu'on dépasse le break-even, le chiffre d'affaires va directement dans les résultats. Et puis, relance économique, on y croit pour cette année, même si le cycle américain, lui, est carrément à l'opposé. J'ai fait un peu plus court. La troisième conviction, là aussi, vraiment pas consensuelle. Vraiment pas consensuelle. Alors que la Fed nous guide, oui, mais il faut l'écouter, et puis il faut lire à travers les taux d'intérêt, les graphiques de taux d'intérêt, exactement, pour nous dire où on en est dans le cycle. Et je trouve qu'il y a un discours actuellement. Alors, on sait que la Fed va remonter ses taux. Maintenant, on attend 7 remontées des taux. Et je trouve le consensus hyper bienveillant vis-à-vis de la Fed, hyper bienveillant vis-à-vis de sa politique. Et je trouve que c'est ne pas regarder le passé. Parce que la Fed n'a à peu près jamais réussi à faire un atterrissage en douceur lorsqu'elle a normalisé sa politique. Alors, c'est un peu la même histoire à chaque fois. Et franchement, nous, on base aussi notre gestion sur ce genre de graphique. Et c'est quand même... c'est pas si compliqué que ça. Vous avez en blanc les taux à 2 ans. Les taux à 2 ans, qu'est-ce que c'est ? Ils vivent
avec les anticipations de resserrement ou de détente des taux d'intérêt de la Fed, donc des taux au jour le jour, des taux à court terme. Et les taux à 10 ans, c'est le reflet de la croissance et de l'inflation de la part des investisseurs, plus ou moins une prime de risque. Et on voit dans les cycles, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire que si on prend voilà, cette partie-là, on voit donc que la Fed détend à une politique de détente monétaire. J'ai pas mis les taux de la Fed, on aurait pu les mettre, mais en tout cas, l'avantage avec les taux à 2 ans, c'est qu'on embarque les anticipations des investisseurs. Et les taux à 10 ans, c'est aussi le QE. Ouais, mais c'est ça, le QE agit sur la prime de risque qui est devenue négative. Ici, les taux à 10 ans suivent. Ensuite, la Fed estime qu'elle a atteint son objectif de chômage, enfin, d'emploi, disons, c'est un peu la même chose, d'emploi et ou d'inflation. Alors elle resserre. Et jusqu'à où elle resserre? À peu près jusqu'au niveau des taux longs. Les taux longs l'accompagnent, les taux courts montent plus vite. Et à partir du moment où les deux se rejoignent, ici, on a une correction de marché qui, ici, pour le coup, n'a pas été très importante. Là, on parle de 94-95. 94, c'est, pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'est ce qu'ils appelaient le krach obligataire. Et à chaque fois, ça repart. Bon, finalement, krach obligataire, les marchés corrigent un petit peu, la Fed redétend, tac, ici, bon, elle resserre un peu, mais derrière, il y a la crise asiatique, LTCM, hop, elle redétend. Et puis là, Greenspan commence à parler de bulle irrationnelle. Elle resserre. Elle resserre où? Elle resserre elle dépasse même, si on zoome un peu, on verrait que la courbe blanche dépasse la courbe verte. Je ne sais pas si ça se voit chez vous. Et ça correspond pile poil au plus haut des marchés. Elle redétend, elle resserre jusqu'au taux long, hop, et c'est la crise Lehman et subprime. Ici, même histoire. Alors, le graphique, il est sur très long terme, donc on tasse un peu les marges, même s'il est logarithmique. Mais fin 2018, c'est quand même une baisse de 20% ici. Hein. Le petit truc ici, c'est quand même 20%. Powell change son fusil d'épaule, hop, redétente, etc., etc. Et là, ben, on a une remontée des taux à 2 ans. D'ailleurs, je note au passage qu'avec une quantification inédite, c'était beaucoup plus régulier lors des autres resserrements. Et on a d'ores et déjà atteint le niveau de la courbe verte. Alors, certains diront, oui, mais dans le cycle précédent, les taux à 2 ans ont pu remonter jusqu'à 3%. Mais si on reprend donc un peu l'histoire, on voit que cycle après cycle, la Fed n'est pas en mesure de remonter aussi haut que le cycle précédent ses taux d'intérêt. Et donc, ma conviction, qui n'est pas celle du consensus, c'est que la correction de marché qui a déjà débuté hein, a encore, disons, de beaux jours devant elle, tant que la BCE, la Fed, de nouveau, ne change pas son fusil d'épaule et que les taux à 2 ans rebaissent et qu'on rentre dans un nouveau cycle de revalorisation, etc. etc. Alors, bon, je vous montre rapidement un autre indicateur. On aime bien regarder la variation du pétrole pour s'apercevoir qu'à chaque fois que le pétrole a doublé, le marché, quelque part, il s'est passé quelque chose derrière de pas très agréable. Je vous ai mis en rouge les récessions. On aurait pu mettre les bear markets sur le S&P 500. On aurait trouvé à peu près la même chose. Mais là, on est remonté jusqu'aux années 70. Alors évidemment, le pétrole a doublé et on a eu plusieurs phases de récession les unes après les autres. Mais ça marche également en 2000. Alors la récession, elle date, selon les chiffres officiels, de 2001, mais le pic du marché, il est en même temps que le pétrole double. Hein. En 2008, le pétrole, il a doublé ici. Et là, le pétrole, il a déjà doublé.
Et donc, voilà, tout ça augure pas très bien de la croissance, alors que le marché reste tiraillé, enfin les investisseurs restent tiraillés entre deux sujets, c'est moindre croissance, plus d'inflation. Donc on appelle ça la stagflation. Et ça, les marchés n'aiment pas trop parce qu'ils ont conscience que la BCE, la Fed ne sait pas combattre la stagflation. Est-ce qu'il faut combattre l'inflation ou le ralentissement, voire la récession? C'est pas du tout les mêmes soins qu'il faut apporter à l'économie. Et le résultat des courses, c'est qu'on a ici, je vous ai mis un ETF d'emprunt obligataire américain long terme, ici le S&P 500, et, euh, et on voit qu'à chaque correction de marché, ce que j'ai verdi, c'est les corrections du S&P 500. Donc c'est quand la courbe orange baisse. Bah, à chaque fois, le marché obligataire a joué son rôle protecteur, et vous avez donc cet ETF obligataire qui a progressé. Donc, baisse de la courbe orange, hausse de la courbe bleue, et ça peut se lire en dessous par corrélation négative. Et donc, à chaque correction de marché, la corrélation était négative. Donc, ça veut dire la courbe bleue montait. Sauf que là, maintenant, on a une corrélation qui est positive. Et que le S&P 500 corrige et les obligations baissent également. Ma conviction, c'est qu'on va sortir assez rapidement, disons on est fin mars, avant l'été, de cette phase-là, et que le marché va prendre conscience que le risque récessionniste est bien plus fort que le risque inflationniste, et que donc les actions devraient continuer de baisser et que les obligations devraient remonter. Et d'ailleurs, historiquement, ici on a en pointillé rouge le CPI, donc l'inflation, la croissance économique en bleu. On voit que les pics d'inflation ont été atteints au moment des récessions. C'est vraiment, finalement, la Fed, elle ne peut pas agir sur les goulots d'étranglement dans les chaînes de production. Elle ne peut rien y faire. Ce qu'elle peut faire, c'est casser la demande, réduire la demande. Et c'est ce qu'elle va faire. Et ça fera baisser l'inflation. Mais ça fera baisser la croissance aussi. En plus, lorsqu'on s'appuie sur le travail d'Alpine Macro, qui valorise le fair price du 10 ans US, donc ce fair price, c'est la courbe en pointillé rouge avec en noir plus ou moins un écart type. Et ben on voit que contrairement à ce qu'on entend beaucoup, bah, c'est que des taux à 10 ans à 2%, bah, c'est pas cher. Alors ce graphique, je le connais bien, ils l'ont fait sur des périodes beaucoup plus longues, et il est quand même assez rare de voir que la fair value baisse pendant que les taux montent. Alors, j'ai fait le petit exercice parce que je suis sûr, logiquement... vous n'avez pas le lien. Pardon, tac. Est-ce que je peux vous renvoyer un lien? Non. Je ne peux pas vous l'envoyer parce que vous êtes connecté. Ah oui, je vous l'ai renvoyé, donc c'est pour ça que vous me remerciez, d'accord. Vous me remerciez a posteriori, pas a priori. Donc, pardon, je reviens et je termine pour dire finalement, ce niveau de valorisation, est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, quand ici, on est largement... les taux, alors attention de ne pas confondre les taux d'intérêt et le prix, hein, ils évoluent inversement. Donc, quand ici, les taux sont plus élevés que la fair value, ça veut dire que les obligations sont pas chères. Ici, ça veut dire que c'est cher. Ici, maintenant, où on est, ça veut dire que de nouveau, c'est pas cher. Bon, bah, si on regarde ce qu'a fait notre ETF obligataire et qu'on regarde ces trois périodes-là, bah, on voit que ça a très bien marché, puisque 2018, on est là, à l'achat. Ici, on est pile poil à la vente. Et de nouveau, maintenant, à l'achat.
Heu, voilà ce que je voulais vous dire. Donc du coup, alors je vous présente les 2 ETF, je vous mets les noms des 2 ETF avec lesquels, on travaille actuellement. Heu, c'est pas du conseil en investissement, je n'aurais pas le droit de le faire de cette manière-là. C'est juste, je vous dis, aujourd'hui, nous travaillons avec ces 2 ETF, heu, que vous pouvez utiliser. Alors il y a des ETF, par exemple, si vous vouliez, par exemple, pas prendre le risque vraiment de l'internet chinois, il y a des ETF sur la tech chinoise qui sont plus globaux. Il y a des ETF, par exemple, sur les semi-conducteurs chinois. Donc, on est sur vraiment la poche que cherche à booster le gouvernement et pas à réguler à ce stade. Donc, il y a moins souffert que les valeurs d'Internet chinois. Sur les treasuries, on est sur du plus de 20 ans, donc sensibilité à la variation des taux extrême. Si vous vouliez une sensibilité moindre, eh ben, vous prenez moins long. Vous prenez du 10 ans, du 7 ans. Il y a tous les ETF cotés en Europe. Vous avez tout ce que vous voulez. Bah écoutez, voilà, 45 minutes. J'en ai terminé. Merci beaucoup pour votre temps, votre écoute, votre fidélité. Allez, ciao, bon week-end à tous.